Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le député. Il y a un peu plus d'un an, on s'était croisés dans la préparation des élections législatives. On les étions en campagne. On avait dit on se revoit dans un an pour faire le bilan. Ça fait un petit peu plus d'un an, on va faire le bilan. Une année finalement assez riche en événements. Oui, mais la vie, c'est une succession d'événements. Et j'allais dire que ça a été intense. C'est vrai, je me souviens très bien du rendez-vous que vous m'aviez fixé en se disant on aura du temps, c'est loin, il se passera un certain nombre de textes, de discussions, de réformes, d'événements politiques. Et puis tout ça est passé encore plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que ça a été très intense finalement. Je ne suis pas surpris parce que je connais l'exercice. J'allais y venir justement. Voilà. Et donc j'ai beaucoup de recul sur le fonctionnement de l'institution parce que j'ai pu l'observer longtemps. Et puis je suis très attentif à la vie publique en général. Et je connais aussi l'histoire de notre pays, donc je sais qu'il y a toujours une marge laissée à l'imprévision, à des choses qui sont absolument surprenantes. Et on l'a eu aussi. Le fait de retourner à l'Assemblée nationale, vous aviez été longtemps attaché parlementaire, maintenant député. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou alors vous êtes dans une continuité ? Vous retrouvez un peu la maison presque. Oui, moi j'ai eu d'ailleurs très grand plaisir à retrouver la maison, cette institution que j'ai servie en étant le collaborateur d'un parlementaire et de plusieurs parlementaires pendant près de 30 ans. Moi je suis très attaché à l'institution parlementaire. Je suis un démocrate et je suis attaché à ce fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cette manière d'élaborer la loi par la discussion, par la réflexion. Donc pour moi, c'est quelque part l'aboutissement d'un processus, un investissement personnel. Mais c'est aussi la continuité de choses que je connaissais bien, mais avec dans un contexte qui est quand même très différent. Est-ce que l'Assemblée, elle a un petit peu changé? Parce qu'avant, on avait quelque chose de finalement très sérieux, très solennel. Et là, on a un peu l'impression par moment peut-être que c'est que les images qu'on voit à la télévision, mais c'est un peu la cour de récréation. Et si je peux me permettre, entre guillemets, que c'est un peu le bordel. Alors, c'est sûr que l'Assemblée nationale, telle qu'on a pu la connaître, c'est-à-dire avec des codes, même dans l'expression, la manière de qualifier les choses, les gens, la manière d'échanger, où c'était assez policé, on peut le dire. Il y avait parfois des orateurs qui faisaient des numéros, ça a toujours existé. Et puis voilà, l'effet de tribune. Spectacle un peu. Oui, mais il y a une dimension tout à fait théâtrale et spectaculaire. Toutes les personnes qui sont venues dans l'hémicycle voient bien que c'est justement organisé pour que chacun que la voix de chacun puisse porter. Alors maintenant on a inventé les micros, il y a la télévision à l'intérieur, donc ça déforme. Mais il faut imaginer, c'est né et ça a été conçu avant la technique, avant toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Donc on l'a adapté. Alors il y a des changements essentiels, mais pourquoi ? Parce que la société a beaucoup changé. Et vous avez de nouvelles générations de députés qui sont d'abord sur les réseaux sociaux et prolongent leur engagement dans les réseaux sociaux dans un engagement politique ou à l'Assemblée nationale. Ce qui peut surprendre, et moi j'avoue que j'ai même été parfois déstabilisé parce que je n'avais pas l'habitude. Je n'avais pas l'habitude qu'on puisse se parler de manière aussi cash, aussi franche, aussi vulgaire. Ça c'est une nouveauté. Et puis des postures qui sont faites pour la prise de son, d'image surtout. Voilà, des petites captations vidéo. Et donc on fait le cinéma en permanence, mais beaucoup plus qu'avant. On a parlé de théâtre, j'ai envie de vous comparer un peu. Vous êtes plutôt un député de dossier qu'un député de buzz, de réseau et de médiatisation. Voilà, j'y suis arrivé. C'est-à-dire que c'est pas trop dans ma nature, et puis
j'essaye d'analyser les choses dans le temps un peu plus long. Et c'est un défaut aussi parce que peut-être qu'on peut me dire que je manque de réactivité parfois sur l'actualité. J'aime pas m'embarquer dans des réactions trop vives parce qu'après, quelquefois, on peut le regretter. Et puis, surtout, on a besoin de bien analyser les choses et d'aller au fond. Parce que finalement, si on a la prétention d'apporter des solutions à ses concitoyens, si on a la prétention d'écrire pour le lendemain ou le surlendemain, hein, parce que c'est ça la vie, hein, les choses se préparent. Et je trouve qu'il faut beaucoup de réflexion et beaucoup d'intelligence partagée, collective. C'est indispensable. Donc ça demande, pour moi, il faut un peu de la réflexion. Après, et aussi, c'est une œuvre collective, l'écriture de la loi. Et il y a des gens qui sont très bons dans la spontanéité, dans la grande réactivité, puis d'autres, au contraire, qui ont besoin de plus de temps. Eh bien, c'est l'ensemble qui donne l'équilibre. Et on n'écrit pas la loi tout seul. Donc c'est aussi, il faut beaucoup d'humilité, sans doute de la modestie. C'est pour ça que j'y suis attaché. Puis j'ai cette connaissance de la maison, je sais que voilà, les choses ne se font pas. Il ne faut jamais penser dans un temps trop court l'action publique parce qu'on se trompe. Vous êtes un député MoDem dans la majorité présidentielle. Comment ça se passe avec vos collègues des autres formations qui sont également dans la majorité présidentielle? Il y a un vrai échange, un vrai travail en commun, ou alors c'est des blocs un petit peu séparés? J'allais vous dire, c'est toujours compliqué. D'abord parce que j'en reviens au travail collectif. Quand vous êtes dans un groupe, il doit y avoir normalement une action plutôt collaborative. Il faut reconnaître que rien ne vous pousse à cela. Surtout pas la médiatisation, parce qu'en fait, on veut percer, on veut se faire connaître, on vous pousse à vous singulariser, à être un peu plus original, à avoir le propos qui marque. Bon. Et au contraire, il faut travailler en bonne intelligence avec beaucoup d'autres personnes, avec d'abord des techniciens, des experts. Et moi, je suis à la commission des lois de l'Assemblée nationale, donc je travaille beaucoup avec plutôt des juristes, et c'est assez pointu. Donc on n'est pas dans un travail trop superficiel, je le reconnais, ça demande beaucoup de travail, et pour moi, comme pour les autres. Je dois dire aussi que les groupes, c'est pas naturel que les groupes collaborent entre eux, puisqu'ils ont plutôt tendance à s'opposer ou à essayer là encore de gagner des parts de marché. C'est un peu ça, il y a une concurrence, donc, parce qu'il y a 10 groupes à l'Assemblée nationale. Et en plus, pas de majorité absolue. Donc du coup, c'est vrai que ça laisse des marges d'un jeu politique qui ne pousse pas toujours à une collaboration très constructive. Donc ça, c'est la difficulté. Mais malgré tout, il y a des échanges. Et puis alors, il y a des relations entre députés qui se nouent. Moi, je vois mes collègues de la commission des lois, on arrive à avoir des échanges intéressants. C'est très, très enrichissant. Enfin, moi, j'essaye d'être très ouvert et d'échanger. Je crois que dans tous les groupes, j'ai des contacts aujourd'hui. Si on est dans un bilan, vous voyez, j'ai au moins cette satisfaction d'avoir des relations cordiales dans tous les groupes. Votre semaine de député, elle se passe comment? Comment vous répartissez le temps du local et votre travail parlementaire? C'est 3 jours ici, 3 jours là-bas, un jour de repos. Comment ça se passe exactement? Alors pour moi, sur cette année, il n'y a pas eu de jour de repos. Ouais, bien. Parce que j'ai souhaité pouvoir, en somme, défricher, vérifier que je maîtrisais à peu près toutes les composantes de la mission. Donc ça, je m'étais mis dans cette posture, donc pas de jour de vacances. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est j'ai consacré, bien sûr, beaucoup de temps, comme je suis dans la majorité, à la délibération, à la participation aux séances et aux commissions. C'est très lourd, ça a été compliqué, beaucoup l'ont dit. Hein, donc j'invente rien, ça c'est vrai. Cette semaine, par exemple, je suis parti lundi, je suis revenu ce matin au premier TGV. Et voilà, donc c'était 4 jours, en gros, pas tout à fait 4 jours pleins à l'Assemblée nationale. Et puis, la journée d'aujourd'hui sur le terrain, à Saint-Chamond.
dans la circonscription, demain dans la circonscription, dimanche dans la circonscription. Et je repars lundi en fin de matinée à Paris. Si on revient dans l'actu, cette année, elle a été marquée par une grosse réforme qui a fait beaucoup de bruit, c'est les retraites. Oui. Alors on ne va pas y revenir, même si vous avez peut-être un mot là-dessus. Moi, ce que je voudrais savoir, vous étiez sur place, moi j'ai été surpris que finalement, on ne vote pas, on passe au 49.3. Est-ce que là, vous avez une explication pour que le grand public, finalement, il comprenne ce ressort du 49.3 et non pas avoir voté? Après tout, c'était la démocratie, s'il avait été rejeté, il aurait été rejeté. Hein. Mais vous voyez, la difficulté, c'est les Français se sont habitués à avoir un pouvoir exécutif, président de la République, gouvernement, qui est vraiment des pouvoirs, Large. j'allais dire, très larges. Et un Parlement qui valide, ça passe comme une lettre à la poste. Hein, c'est ce qui s'est passé. C'est l'expression courante. Bah oui, on a vécu depuis 1958 dans ce schéma. Alors il faut dire que tous les acteurs politiques et les citoyens, et même les médias, sont conditionnés par cette manière de voir les choses. Arrive le mois de juin l'année dernière, où on constate qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je rappelle que la vie parlementaire, elle s'appuie sur deux assemblées dans nos institutions. Il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, moi je vis à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité absolue. Pour autant, il y a des majorités de circonstances, ou des majorités qui s'établissent sur des textes, ou sur des parties de textes, même sur des amendements, sur des articles, on le vit tous les jours. Et donc, ça permet de construire et d'écrire la loi. À l'Assemblée nationale, peu ou prou, il y a des choses qui se font. Mais il y a le Sénat. Et le Sénat, c'est la deuxième chambre qui a son importance. On l'a sous-estimé pendant longtemps, en considérant que ça ne comptait pas. Or, le Sénat de la Ve République, il a de vraies prérogatives. Donc, les deux assemblées combinées permettent de faire la loi. Mais alors, à quel prix? Quand il y a l'hostilité d'une majorité de groupes, comme c'était le cas sur les retraites, eh bien, le gouvernement nous a rappelé que la Constitution l'avait doté de sacrés atouts. Et le général de Gaulle l'a voulu ainsi. Tout à fait. Donc, c'est un excellent rappel, je trouve. Moi, personnellement, je serais plus favorable à ce qu'on renforce le pouvoir du Parlement davantage et que le gouvernement n'ait pas ce loisir de pouvoir trop contraindre. Mais il y a quand même une intelligence des institutions, c'est-à-dire que les choses sont... Il y a une forme de cohérence, c'est-à-dire que comme on était sur un texte à portée budgétaire, le système a bien été pensé pour permettre justement de déboucher toujours sur une décision en termes budgétaires, parce que sinon c'est le pays qui est bloqué, ou ce sont ici les régimes de retraite, etc. Alors, je sais bien, on peut discuter sur la manière d'opérer. Moi, j'avoue que c'est pas un bon signal qu'on envoie effectivement peut-être aux citoyens. Ça pouvait choquer. Mais il n'empêche que tout ça est constitutionnel. Tout ça était possible. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il fallait peut-être aussi relativiser. Mais j'avoue que c'est pas nous on aurait souhaité voter, ça c'est clair. Dernière question sur les retraites, est-ce que 64 ans, c'est pas une étape, puisqu'on voit que toute l'Europe est à 67 ans? Moi, je constate déjà que beaucoup de gens, en moyenne, partent à 64 ans, presque à 64 ans. Moi, autour de moi, je vois beaucoup de gens qui devront partir plutôt à 67 ans ou 68. Donc, c'est lié aussi, il y a une évolution démographique. On a quand même une démographie très basse. Moi, je trouve que se focaliser sur cette question d'âge, c'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'il faut traiter, sur le travail en entreprise, les carrières hachées, bref. Et pourquoi tous les gens de plus de 50 ans perdent leur emploi, généralement? Mais c'est absolument scandaleux, et c'est ce qu'il faut arriver justement à travailler. Toute cette connaissance qu'on perd. Ben évidemment, on le dit toujours. Et puis le tuilage qu'il peut y avoir entre générations. Et puis, j'allais dire, la réalisation d'une carrière professionnelle,
c'est pas simplement je rentre à 20 ans dans un métier puis je vais faire le même métier toute ma vie. Je ne trouve pas que ce soit très bon. On a besoin de s'épanouir, on a besoin de faire des transferts de compétences, ce pas de côté qui permet d'évoluer dans la vie. Et je crois qu'on en est tous les deux, par exemple, un exemple. On n'a pas fait toujours la même chose et j'espère qu'on prend du plaisir dans un certain nombre d'actions qu'on peut mener. Donc voilà, c'est tout ça. Et je me disais que le débat sur les retraites, il était complètement tronqué. Moi, j'ai beaucoup regretté l'obstruction, parce que je pense que la meilleure réponse à la coercition gouvernementale, ça aurait été de créer les conditions du débat. Et les oppositions sont quelque part tombées un peu dans le panneau de ce côté-là. C'est là où on a vu tout ce pugilat. Oui, parce que ça a été très dur, ça a été une confrontation vraiment brutale. Et quelque part, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas se positionner sur ce sujet. Moi, j'ai été clair là-dessus, j'ai dit j'accueille favorablement la réforme. Non pas que je la souhaitais, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse dire aux gens, voilà, vous pourrez partir très tôt et vous mettre dans votre hamac tranquille. Voilà. Mais je sais que la réalité sociétale, c'est pas celle-ci. C'est un peu le problème ou la réponse à beaucoup de sujets. C'est qu'on fait des cas généraux pour des cas qui sont différents, à chaque fois particuliers. Il y a beaucoup de cas particuliers, et notamment des situations qu'il faut cadrer, parce que le droit de la retraite aujourd'hui, il n'est pas si favorable que ça, donc il a besoin d'évoluer, et moi j'espère qu'on puisse améliorer les choses, parce qu'il y a des catégories qui en ont vraiment besoin. Vous avez évoqué le Sénat, j'ai deux petites questions. La première, c'est, on a beaucoup parlé pendant quelques années que le Sénat finalement était inutile, qu'il fallait le supprimer. Si j'ai bien compris dans vos réponses, il est essentiel à la vie démocratique. Oui, parce que je crois que c'est une respiration, c'est-à-dire qu'une assemblée examine le texte en débat dans un certain contexte, on l'adopte et ensuite on le transfère à l'autre assemblée qui refait le travail. Et avec des gens qui n'ont pas tout à fait la même culture, ni même les mêmes contraintes, parce que les sénateurs, ils ont plus de recul par rapport à les publics, ils sont moins sous pression. Et je trouve que c'est les deux. Ensuite, on réunit les deux versions, on essaye de trouver des compromis, et c'est comme ça qu'on fait une loi en général qui est intelligente. Mais bien qu'on écrit sans doute la loi toujours trop vite. Hein. En septembre, il y a les élections sénatoriales. Quel est le regard du député sur les élections sénatoriales dans la Loire? Est-ce que vous avez des conseils, des avis? Vous regardez ça de loin, vous regardez ça de près? Comment ça se passe à votre niveau? Des envies peut-être de candidats ou d'autres? Moi je suis grand électeur, donc appelé à me prononcer. Deuxièmement, mes collègues sénateurs, ce sont des élus que je respecte, que souvent j'apprécie. On arrive à avoir des échanges très intéressants sur justement cette pratique parlementaire, la relation avec le territoire, assez différente. Non, moi l'élection sénatoriale, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce que je trouve important, c'est surtout qu'il y ait une large représentation. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une offre qui permette de faire un vrai choix. Et qu'on ne se retrouve pas que sur des postures très politiciennes ou au contraire, j'allais dire, qu'on restreigne l'offre parce que il y a 2, 3 listes. Moi, je trouve que c'est insuffisant. Donc, je souhaite qu'il y ait plus de listes. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu une liste en marche pour l'instant. Moi non plus. C'est curieux quand même, vous qui êtes dans cette majorité-là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dégagé pour présenter une liste? Vous savez, ou alors c'est un ticket finalement en sortant? Oui, c'est un peu ça. On a l'impression, et c'est peut-être le défaut du système, c'est les sortants bétonnent leur situation pour... on tient un système, il y a un petit système politique. Et je trouve qu'il faut l'ouvrir, au contraire, il faut de la respiration. L'institution sénatoriale a besoin de ça. Elle a beaucoup évolué. Il y a, du côté des générations, on a des gens plus jeunes, ça s'est féminisé. Donc c'est intéressant. Et il faut... à mon sens, que les grandes sensibilités politiques puissent être présentes. Donc moi, je pense que des gens ouverts et prêts à dialoguer avec le gouvernement ou la majorité,
Moi, j'espère qu'il y aura des candidats. Mais à l'heure qu'il est, j'ai rien vu, c'est pour ça que je vous pose la pour question. l'instant, nous n'avons pas, même on n'est qu'au début de la campagne. On sera vite au mois de septembre, hein. C'est dans vrai, 2 mois. Hein. mais l'élection sénatoriale est une élection courte. Ouais. Vous savez, même les élections législatives étaient courtes l'année dernière. On a une nouveauté quand même à ce Sénat, c'est qu'on est ici à Saint-Chamond. C'est qu'a priori, si on calcule bien, le maire de Saint-Chamond devrait être sénateur. Est-ce que ça va permettre de, j'ai envie de vous dire, vous en tant que député, bien sur Saint-Chamond, un ancien maire de Saint-Chamond sénateur, est-ce que ça va permettre à ce territoire d'être en force? Parce qu'on parle plus de Saint-Étienne que de Saint-Chamond dans la région. Parce que Saint-Étienne, c'est la ville-centre du département, c'est notre ville-préfecture, et puis c'est la ville-centre de la métropole. Disons que c'était un peu les projecteurs seront peut-être plus sur Saint-Chamond. Mais vous savez, je pense qu'il faut pas raisonner. Enfin, moi, je suis député de la 3e circonscription de la Loire, et je connais bien une partie sud du département. Je me sens très à l'aise quand je suis à Saint-Étienne, ou dans la vallée de l'Ondaine, ou dans le Pilat, et bien entendu dans la vallée du Gier. Donc, je crois que ce qui est important, c'est pas de vouloir verrouiller le territoire. C'est d'avoir une représentation qui permette le plus d'émulation possible, qui puisse permettre de porter la voix de tous les acteurs les plus dynamiques de notre circonscription ou de notre vallée, et évidemment de Saint-Chamond. Moi, je souhaite que le rayonnement de Saint-Chamond à travers ses élus, ça soit une vraie opportunité, et il n'y a pas de raison. Donc là, de ce côté-là, moi, ça me gêne pas. Et ce que je souhaite surtout, c'est qu'on déverrouille le système politique, qu'on ne soit pas dans un système où vous avez un leader politique qui place ses obligés, et puis après, voilà, ça se reproduit. Parce que ça, c'est pas bon pour la démocratie. La démocratie a besoin c'est une respiration citoyenne, et je crois très sincèrement qu'il y a de la place pour de nombreuses sensibilités. Et moi, j'incarne plutôt une voie médiane d'ouverture, et je souhaite que ce ne soit pas un seul parti qui continue de vouloir truster tout un tas de responsabilités. Et ça, c'est peut-être bien là-dessus qu'il faut travailler. J'ai noté que vous êtes co-porte-parole du projet de loi à la justice. C'est quoi exactement, et quelle est la mission de ce projet de loi à la justice? Actuellement, là, on est en pleine discussion effectivement de 2 projets de loi. Un projet de loi dit organique sur la magistrature. Ça c'est assez technique, et c'est un texte parce qu'en fait il y a une volonté d'embaucher, de faire entrer 1500 magistrats supplémentaires, parce que la justice a besoin de moyens. Et puis il y a une loi de programmation et d'orientation pour la justice, qui est importante parce que justement on prévoit les moyens budgétaires sur plusieurs années, en pluriannuel, et puis une codification du code de procédure pénale, une réécriture du code de procédure pénale dans le sens de la simplification. C'est très technique, mais ça touche directement nos libertés. Vous voyez, c'est les droits du citoyen par rapport au pouvoir du juge. Qu'est-ce que peut faire le juge ou pas le juge? On l'a vu dans les derniers événements qui ont eu lieu, les dernières émeutes qui nous ont tous marqués et frappés par cette violence gratuite et absolument incontrôlable. Dans un premier temps, je pense, parce qu'avec des conséquences quand même énormes. Bon, mais n'empêche que derrière tout ça, il y a un appareil répressif, et cet appareil répressif, il est encadré. Il faut le contrôler. Voilà, il faut l'encadrer, le contrôler. Et voilà, tout à fait. Donc c'est tout ça que nous revisitons dans le cadre de... Et ça, c'est un travail qui dure sur des mois, sur des années? Comment ça se passe aussi, le temps législatif? Alors, par exemple, la réécriture du code de procédure pénale, c'est quelque chose qui va prendre, évidemment, qui va se traduire en années. C'est pas des choses qui se font en quelques jours. Par contre, il y a d'autres choses comme la programmation, tout ça, c'est une vision qu'on se donne pour plusieurs exercices budgétaires. Et donc, jusqu'en 2027, on sait quel est le cap, combien on va embaucher de greffiers, 1500 greffiers, les auxiliaires de justice. 1500 sur toute la France. Oui, c'est au niveau national. Ça ne représente pas grand-chose finalement.
Eh bien, écoutez... Peut-être en termes de budget, oui, mais en termes d'humain, pas tellement, finalement. Ben oui, mais parce que les moyens de la justice ne sont pas si énormes que ça. C'est-à-dire que ramener à ce qui existe aujourd'hui, c'est déjà énorme. C'est quand même 7,5 milliards supplémentaires. Si on avait ça pour d'autres ministères, en pourcentage, c'est considérable. Donc, moi, je trouve que cet effort-là, il n'avait jamais été produit. Il y a des décennies, je crois d'ailleurs qu'on n'a pas de référence d'une augmentation aussi rapide du budget de la justice, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il augmente. Et là, il y a vraiment un objectif très ambitieux. Ces 1500 personnes qui vont être en plus, ça veut dire que la justice sera plus rapide ou plus efficace? Alors, on peut espérer qu'elle soit d'ailleurs plus rapide, parce que c'est vraiment le premier enjeu. Plus efficace, comment juger de l'efficacité de la décision des magistrats? Ça, c'est une vraie question. Chacun a son point de vue, je pense. Chacun peut avoir son point de vue. Est-ce que l'efficacité, c'est de faire que du chiffre? Est-ce que c'est dans la qualité des décisions, la qualité de l'accompagnement? Parce que, vous savez, aujourd'hui, même en matière pénale, on le voit, l'accompagnement des personnes, c'est essentiel. Quand il y a des troubles psychologiques, des difficultés, des tensions très fortes, hein, on le voit au niveau de la violence intrafamiliale, les féminicides, etc. Bon, il y a de la sanction, mais derrière, après, les individus, il faut les remettre, leur permettre de revenir dans la société. On ne peut pas emprisonner tout le monde à vie. C'est pas l'objet de la sanction pénale. Et tout cet appareil répressif, il a besoin d'être bien normé. Et puis, surtout, parce que c'est de la patte humaine. On ne traite pas des machines. C'est pas aussi simple. C'est toute la difficulté d'ailleurs de l'exercice. Hein, c'est pas toujours très simple aussi avec les machines. Hein. Il y a des moments, des pièces qui fonctionnent mal. Vous me cherchez sur les machines, mais en matière... Non, mais là, c'est de l'humain et c'est vrai que... Ouais, mais l'humain si on n'a pas une sensibilité varié. est très variée. Et il faut là-dessus, c'est une très grande responsabilité. C'est pour ça que gros chantier, donc. Le métier de la magistrature, comme les métiers de tous les auxiliaires de justice, tout l'environnement de la justice et des métiers de la sécurité publique, c'est un très gros investissement humain, mais c'est énorme pour les politiques publiques. Vous avez évoqué les émeutes. Est-ce qu'on pouvait, je ne vais pas dire y échapper, mais est-ce qu'on ne sentait pas cette atmosphère depuis quelques années qui monte et qu'on ne voit pas... J'allais dire, pour être pessimiste, on voit plutôt ça avec de la noirceur que de la douceur dans les événements qu'on voit tout au long des années qui viennent. Là. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, parce que même moi j'ai du mal à comprendre ma question. Non, mais on sent depuis des années une montée de quelque chose qui va finir par exploser. Et là, quand on voit les émeutes, bon, on va dire aujourd'hui que c'est que du matériel, mais enfin c'est quand même pas très logique, quoi. Mais regardez, vous avez eu le débat sur les retraites qui a occulté tout le reste. Eh bien, il y a un effet de rattrapage quelque part aussi, sachant que le malaise ou le mal-être de tout un tas de catégories dans la société, il y a une jeunesse qui a été instrumentalisée sans doute, et c'est absolument inexcusable ce qui s'est passé, et c'est pour moi scandaleux. On entend déjà des gens qui excusent, donc vous voyez. Oui, bien sûr, mais ça, il y a toujours, on peut toujours essayer de se distinguer. Et peut-être faire une forme de démagogie absolument scandaleuse. Mais moi, je n'excuse absolument rien. Je dis que c'est pas acceptable. Mais après, il faut se poser les bonnes questions. Et je crois qu'il y a eu un effet retard, enfin décalé. Et la première étincelle, bien dramatique, écoutez, a déclenché quelque chose d'absolument incontrôlable. Je crois aussi qu'il y a des forces qui s'expriment derrière tout ça. Nous sommes dans un climat international qui n'est pas simple non plus. Et qui est compliqué partout. Et qui est compliqué partout. Donc l'unanimisme, l'unité nationale, on en rêve tous, mais hélas, on sait que ce n'est pas aussi simple. Mais par contre, je pense que la société a une résilience, qu'on a une capacité collective à essayer de traiter point par point les choses. Et ce n'est pas la peine, à mon avis, de partir dans des grandes incantations. Parce que le verbe, c'est bien, les grands discours, c'est magnifique,
moi, je juge très concrètement. C'est vrai qu'on a toute une population, notamment une jeunesse, qui me semble décalée, désœuvrée et sans doute mal accompagnée. Vous savez, quand vous dites désœuvré, ça me gêne un peu parce que moi, je reviens à ma jeunesse, il y a 30 ans, je disais encore l'autre jour, nous, la police nous courait après parce qu'on jouait au foot sur les parkings. Oui, Or, aujourd'hui, c'est vrai que je constate une chose, on voit quasiment plus de police dans les rues. Oui, ça, c'est surprenant, parce qu'il y avait un peu cette peur de la présence de la police. Et puis moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir des jeunes, parce qu'on va parler de jeunesse, qui sont nés en France, qui n'ont connu que la France, et pourtant ils ne se sentent pas français. Alors après, on ne parle pas de papier, parce que la carte d'identité, c'est un papier. Mais ils se rejettent de la France, j'ai du mal à le comprendre, parce que quand on bouge un peu, qu'on va seulement en Europe, on se dit, mais quelle chance on a de vivre en France. Bien sûr, je ressens la même chose. Chaque fois qu'on fait un voyage à l'étranger, ou qu'on se documente sur ce qui se passe à l'étranger, on mesure vraiment cette chance extraordinaire, parce qu'on est encore un havre de prospérité qui est énorme. Et bon, voilà, donc, en plus on a un patrimoine, on a un rayonnement qui est assez incroyable, les étrangers nous le disent régulièrement. Non, ce qui se passe, c'est que le sentiment d'appartenance à la nation, je crois que ça ne se décrète pas. Deuxièmement, on a une société qui est pluriculturelle, de fait. Oui, ça devrait être une richesse, et aujourd'hui c'est un affrontement. Non, pas toujours, mais ça l'est quand même, effectivement, quand je vois l'outre-mer, ou ce qu'on appelait les départements ou territoires d'outre-mer, qui nous envoient des messages très difficiles. Dans le bilan, vous voyez, puisqu'on est dans le bilan d'un an d'activité parlementaire, c'est quelque chose qui m'a frappé. On a un vrai souci avec l'outre-mer. D'équité, je dirais. Moi. Oui, c'est ça. Et croyez-moi, vous vous rappelez, il y a eu des violences terribles. Tout à fait. Et peut-être que ça peut revenir. Donc je me dis, attention, ce que nous observons de temps en temps, c'est simplement, pour moi, je vais peut-être choquer, mais dire c'est un peu du rappel à l'ordre. C'est du rappel à des situations qui ne sont pas traitées au fond. Et nous avons un gros problème, c'est que par exemple, plus vous faites appel à l'informatique, au distanciel, à la visio, etc., mais en fait, plus il faut réinvestir sur l'humain et l'accompagnement à côté. Et on le voit bien, parce que les fractures numériques existent. Et l'école. Et alors, quant à l'école, l'école, c'est une vraie interrogation, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Le modèle d'enseignement qu'on avait avant qu'il y ait Internet, avant qu'il y ait la télévision, avant qu'il y ait les objets connectés. Aujourd'hui, les jeunes sont plus éveillés beaucoup plus tôt et ils voient, hélas, peut-être des choses qu'on ne connaissait pas. Il fallait peut-être arriver à l'adolescence pour le découvrir. Vous voyez, donc il y a des conditions objectives qui ont changé. Le monde a changé. Et c'est un monde en profond bouleversement. Donc, est-ce qu'il est anormal qu'on soit amené à retravailler des méthodes, à repenser un certain nombre d'institutions? Alors il y a des gens qui me disent non, mais vous savez, il faut revenir à l'apprentissage de l'alphabet, à savoir compter comme avant, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit les enjeux complètement du 21e siècle. C'est une des choses, mais ce n'est pas la seule, quoi. Et oui, je pense que c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes dans une société où on doit utiliser un rapport à l'image, à la reproduction des documents à l'infini par le numérique, la miniaturisation à l'extrême, ben oui, il y a des règles de vie, des codes de vie qui ont changé. Et vous savez, ce que les générations précédentes ont du mal à assimiler. Très difficile. Et d'ailleurs, regardez, les modes sont faites par les jeunes. Même nous d'ailleurs. Et moi, je me sens dans les vieux. Moi aussi. Vous voyez, et à l'Assemblée nationale, c'est peut-être, vous voyez, je reviens à mon bilan. On est là pour ça. Je me suis rendu compte que j'étais largement au-dessus de la moyenne d'âge. J'allais autour de 50 ans, j'en ai 58, vous voyez. J'ai noté aussi, évidemment, que par rapport à la jeunesse, bien, toutes les techniques des réseaux sociaux, les boucles, Telegram, WhatsApp, ça fonctionne à fond et on est dans une hyper-réactivité. On est dans l'instantané. L'instantané, voilà. Et l'info de 14h n'est déjà plus la même à 16h. Tout à fait. Alors, ça veut dire que ça, c'est un changement fondamental.
vous souvenez-vous que... C'est ce manque de recul dont vous parliez au début de cet entretien. Oui, on n'a pas ce recul qui fait que finalement on réagit à chaud et puis on n'aurait pas dû, quoi. Alors il y a plusieurs choses à traiter. Il y a effectivement le débat, l'actualité, qui est comme dans un tuyau, ça fonctionne, ça circule. Et puis il y a le travail de fond, la norme, la construction de la norme, et ça, il faut du temps pour l'élaborer. Il faut du recul, il faut pouvoir mettre en perspective les choses et avoir un esprit, à mon avis, critique et pas se livrer simplement à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne les écoute pas. C'est là un enseignement que, d'ailleurs c'est mon père qui m'avait appris ça, il m'avait dit il faut savoir prendre distance par rapport à l'événement, mais ne jamais se couper effectivement de tous ces messages, cette interaction. Il faut que l'interaction fonctionne. J'ai envie de vous dire que la réaction n'est jamais bonne en général. Oui, parce que si on est que dans la réaction, par exemple la peur est très mauvaise conseillère, toujours très mauvaise conseillère. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. Et le monde fonctionne hélas. J'ai encore deux petits sujets. On en est où des oubliés de la 47 ? On est à Saint-Chamond, hein, on parlait tout à l'heure en off à Rive de Gier, il y a eu un affaissement, je crois, de la voie. C'est ça. Donc on en est où de cette boucle, on parlait de boucle aussi pour les réseaux, cette boucle Saint-Étienne-Lyon où finalement on n'a plus envie de prendre la voiture parce qu'on sait que ça va être la catastrophe. Peut-être que c'est bien de prendre aussi les transports en commun, j'ai envie de vous dire, mais quand on est malheureusement condamné à prendre sa voiture, c'est vrai qu'on apprécie d'avoir une liaison autoroutière ou de voie express qui soit sécurisée. On a un souci parce que un certain nombre d'élus, et la plupart des élus, ont misé sur la 45 en pensant que ça allait tout résoudre. Non, ça ne pouvait pas tout résoudre parce que 2 fois 2 voies, déjà, c'est un projet qui n'était que sur 2 fois 2 voies, qui arrivait, qui butait contre le Rhône et qui se terminait à la Fouillouse dans un échangeur. Bon, dans les 2 cas, on savait que il y aurait eu des bouchons. Donc, je ne comprends pas, je le dis sincèrement, pourquoi l'État n'a pas assuré un niveau d'entretien suffisant de la 47 depuis 50 ans. Moi, je me suis battu, je peux le dire, 30 ans avec François Rochebonne là-dessus. Ça nous a occupé considérablement. Je sais que quand il a terminé son mandat, nous avions des hauteurs, des piles de dossiers, parce qu'on a fait des réunions, on s'est battu pour essayer d'avoir des améliorations, etc. Et ça a été très lent. C'est ce qu'on appelait la requalification. J'ai abandonné tout ça en 2017, je suis revenu en 2022, je me suis aperçu que finalement, sur la partie de Rive de Gier, rien n'avait bougé. Alors, il y a quand même eu des travaux en amont à Grand-Croix, où je trouve qu'il y a eu une très grosse opération qui a été faite sur l'échangeur de Grand-Croix, enfin l'entrée de la ville de Grand-Croix et l'aménagement avec le Gier. Ça, c'est très important, ça, c'est structurant, c'est très utile pour sécuriser l'infrastructure et les voies de communication. Bon. Mais ça, j'allais dire, il y a encore d'autres choses à faire. Et sur la partie de Rive de Gier, on a un viaduc, et il faut reconnaître que c'est une source de danger. Et puis, il y a la stabilité des talus. Alors, il se trouve que, eh bien oui, on a eu une pluie battante qui a entraîné brutalement un petit glissement de terrain, un petit affaissement. Ben oui, l'infrastructure, elle bouge, et parce qu'elle est très vieille. Donc moi, c'est du bon sens, je me suis dit, il faut absolument se battre pour que les crédits qu'on ne met pas sur la 45, on ait au moins une partie de ces crédits qui servent. Alors une partie pour le ferroviaire, et une autre partie pour sécuriser, améliorer l'infrastructure, protéger les riverains au droit de Rive de Gier. Donc ça, voilà, c'est un petit boulot. Alors les oubliés de la 47, eh bien, ils ont eu le mérite de constituer une association, d'essayer de médiatiser l'action. Moi, je les soutiens à 200% parce que c'est absolument nécessaire. Les riverains, ils subissent de vraies nuisances. Je crois qu'il faut quand on est usager d'une infrastructure, il faut qu'on ait aussi conscience qu'il y a des gens qui en subissent les conséquences et les nuisances. Un gros chantier encore dans les années. Mais là, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. J'ai bon espoir. Cette liaison Saint-Étienne-Lyon. Ouais. Dernier sujet, on ne peut pas y échapper. Ça fait 1 an que c'est le sujet stéphanois.
Comment vous avez vécu, vous, cette histoire de sextep? Puisque je pense que c'est des gens que vous côtoyez assez régulièrement. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et qu'est-ce que vous pensez, finalement, il faut être franc, hein, de la position du maire de Saint-Étienne aujourd'hui? Alors, je veux dire que pour moi, ça a été un choc, parce que quand vous connaissez les Protagonistes. personnes, les protagonistes, je ne pensais pas que l'antagonisme était à ce point et qu'il pouvait conduire à des attitudes aussi répréhensibles. Ce qu'on a vu, c'était violent quand même. Hein, c'est d'une violence extrême. Les paroles qu'on a entendues, c'était choquant. Hein. C'est ça. Et on peut comprendre qu'il y ait des antagonismes, des concurrences, des jalousies. Ça, c'est humain. Et là, on a franchi des bornes et c'est absolument inadmissible. Et moi, j'ai été profondément choqué. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est qu'on est dans la sidération et on ne pense pas que ça puisse durer. On imagine là, on est dans le temps court quand on apprend la nouvelle. Et puis, malheureusement, au bout d'un mois, on s'est vite rendu compte que, bien oui, on s'installait dans un conflit long. Et qui allait sans doute peser sur le fonctionnement de la collectivité. Et là, il y a deux collectivités. Bon, il y a la ville de Saint-Étienne et puis il y a la métropole. Bon, moi, je trouve assez sage l'attitude des maires de la métropole qui ont fait comprendre au président de métropole qu'il fallait qu'il se retire et que c'était nécessaire, c'était salutaire pour Saint-Étienne Métropole. Alors, on a franchi un cap aussi parce que je suis conseiller régional. Je peux vous assurer que je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de collaboration entre les élus régionaux et les élus métropolitains. Alors, bon, moi, je ne veux pas savoir qui est responsable du fait que ça n'ait pas bien fonctionné. Mais là, on a la capacité, collectivement, de bien travailler. Enfin, en tous les cas, moi, je me place en avocat ou du territoire, en défenseur du territoire à Paris ou à Lyon. Moi, je suis à disposition pour travailler sur tous les sujets et je souhaite le faire dans l'esprit le plus républicain. La justice, aujourd'hui, elle est sollicitée. C'est la justice qui va se prononcer. Avec un temps assez long aussi. Avec un temps long, parce qu'effectivement, il faut investiguer. La justice, voilà, elle a son rythme à elle. Moi, il ne m'appartient pas d'en juger. Je ne la connais pas. Je connais pas le dossier. Moi, personne ne le connaît, je pense. Normalement, on n'est pas censé. Tout à fait. Voilà. Il y a la présomption, certes, d'innocence. Après, il y a des choses qui sont tellement troublantes que c'est vrai qu'on a eu tendance peut-être à juger soi-même. Alors, moi, je dis, il faut regarder l'intérêt du territoire et de la collectivité. Et à un moment donné, il faut faire abstraction de sa personne. Parce que si le charme est vraiment rompu, honnêtement, comment, dans ces conditions... vous savez, le travail d'élu, la mission d'un élu, c'est du relationnel à chaque instant. On est au service de ses concitoyens, on collabore avec des fonctionnaires, tout repose finalement sur un minimum de confiance, sur une sincérité de l'engagement. Et quand il y a des choses qui ont passé les bornes, objectivement, tout ça est détruit. Et c'est là où je me dis, il y a sans doute nécessité que, le contrôle de l'égalité, enfin le contrôle de l'État s'opère et que peut-être, oui, il y aurait besoin peut-être de mettre de l'ordre. Donc là, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à faire du côté de la gouvernance des collectivités. C'est pas parce qu'on est maire qu'on se comporte en patron, qu'on a le droit de vie ou de mort sur les gens. Moi, je ne suis pas d'accord, de même qu'on doit respecter la fonction publique. Moi, il y a des choses qui m'ont choqué. Eh bien, je le dis, c'est pas les directeurs de cabinet qui doivent faire la politique. Et je suis d'ailleurs pas d'accord avec ce rôle. Moi, j'ai été collaborateur d'élu pendant 30 ans. 30 ans, et honnêtement, je ne me suis jamais pris pour un élu. On est au service de ses concitoyens, au service du public. Chacun à sa place. Exactement. Et là, moi, j'ai été choqué par le pouvoir, mais j'étais choqué depuis longtemps. Je pense qu'il y a une dérive, et ce n'était pas propre à Saint-Étienne d'ailleurs, il y a d'autres endroits, je connais d'autres collectivités
où les collaborateurs d'élus ont trop de poids. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il y a un sujet de fond. Il y a un sujet sur comment fonctionne l'exécutif des collectivités. On doit toujours se battre pour qu'il y ait un fonctionnement le plus démocratique avec un équilibre des pouvoirs. Ça veut dire qu'il faut des contre-pouvoirs sans perdre l'efficacité, évidemment, parce que les citoyens veulent des résultats. Mais quand même, là, on est allé sur des baronnies. Ça ne peut plus durer. C'est pas comme ça que je conçois la décentralisation ni l'exercice du pouvoir. Dernière question pour terminer, Emmanuel Mandon. Est-ce que ce rôle, cette position de député, c'est finalement allez, on va être un peu familier, l'arrivée au terme de votre carrière politique, ou alors il y a d'autres ambitions derrière? Est-ce que vous seriez peut-être candidat un jour à la mairie de Saint-Chamond encore, ou peut-être président du département de la Loire, si ça existe encore? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions encore cachées un peu dans votre tête? Non, j'ai jamais eu, je vais vous faire un aveu. Peut-être très jeune, j'idéalisais certaines responsabilités. Mais vous savez, la vie vous transforme. À qui le dites-vous? Oui, non, je n'ai pas d'ambition. J'ai jamais eu de plan de carrière. Ce qui m'a caractérisé, c'est que j'ai jamais eu de déroulement de carrière ni de plan de carrière. Et je ne considère pas la vie publique comme une carrière. Je ne peux pas la résoudre à ça. Je pense que c'est une rencontre avec ses concitoyens. Et ses valeurs aussi, peut-être un peu, non? Et bien sûr, c'est d'abord un engagement qui doit être... où il faut une exigence vis-à-vis de soi-même, c'est une remise en cause tous les jours. Vous savez, moi, plus j'avance dans la vie publique, plus je me retrouve à me dire qu'on n'a jamais fait assez d'humilité, quoi. On fait preuve d'humilité. Je crois vraiment que c'est une remise en cause de tous les jours. C'est une exigence. Moi, je suis très honoré de la mission, du mandat qui m'a été confié par les électeurs. Et honnêtement, je suis comblé dans ce que je peux voir, comprendre, essayer de comprendre et surtout d'être acteur et d'aider mes concitoyens et de travailler pour l'avenir. Mais je sais que la mission est très lourde et que c'est pas facile de dépasser toutes les complexités de la situation parce que vous avez des contradictions majeures. Par contre, il faut savoir décider, il faut savoir suivre son étoile et être animé de ses convictions et d'une grande générosité par rapport à l'avenir. Alors ça, c'est des grands mots. Et au quotidien, je sais, vous voyez, qu'il faut un peu d'humour et un peu de distance par rapport à tout cela. Mais en tout cas, les gens m'aident beaucoup. Je peux dire que mes concitoyens, dans la relation que j'ai avec eux, je vois beaucoup de bienveillance et je compte aussi sur une équipe, sur des amis. J'ai beaucoup de chance. Emmanuel Mandon, merci beaucoup. J'allais vous dire pour conclure, bonnes vacances, mais si j'ai bien compris dans l'entretien, vous prenez très peu de vacances. Vous allez quand même en prendre un petit peu? Je vais essayer d'en prendre d'abord parce que c'est nécessaire pour l'équilibre personnel. Et puis pour la forme physique? Pour la forme physique. Et je vais essayer de repartir sur une nouvelle année plus équilibrée et pour garder un bon tonus et garder le sourire dans cette mission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.